Bonjour et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode des pionnières de l'investissement. Aujourd'hui, c'est un épisode qui s'est mis en place suite au week-end qu'on a fait début juin au salon de la location courte durée que Élise Jaffiche Complet a organisé. D'ailleurs, merci beaucoup Élise. On pourra même faire un petit tour avec notre invitée et aussi Aline par rapport à ce salon de la location courte durée. Et c'était un week-end plein de nouvelles rencontres, plein de personnes inspirantes. Et c'est pour cela qu'on a invité Nicolas, Automatique BNB sur Instagram et sur les réseaux, sur le podcast des pionnières pour cet épisode. Nicolas, à toi le micro, tu nous parles un peu, si tu veux, une petite introduction par rapport au salon de la location courte durée. Après, Aline aussi, tu nous passeras ton retour. Alors déjà, merci à vous deux, Aline et Amani, de m'avoir invité. Effectivement, suite à la rencontre qu'on a eue au mois de juin au rendez-vous national de la location courte durée, qui était ce premier événement, qui était un superbe événement, une superbe réussite. Effectivement, Élise a mis franchement la barre très haute et maintenant on espère juste qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Ça a permis effectivement à beaucoup de professionnels de la location courte durée de se rencontrer et à chacun d'entre nous qui étions d'habitude plutôt en relation via des podcasts, via des Zooms, via des contenus, de se voir aussi en vrai. Donc c'était franchement génial. La journée est vite passée, elle était intensive mais elle est vite passée. Et donc voilà, donc en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous découvrir à ce moment-là, Amani et Aline, parce que je ne vous connaissais pas avant cet événement. Et cet événement m'a permis de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître et puis de rencontrer d'autres personnes que d'habitude j'accompagne via mes réseaux sociaux, via mes formations ou autres. Et là, j'ai pu voir aussi en vrai. Donc, c'était franchement génialissime. Donc, j'espère simplement dire à l'année prochaine pour ce second événement à Paris qui était vraiment génial. Et puis surtout, les conférences également, on a appris beaucoup de choses. Ouais, voilà, est-ce que tu voulais que je rajoute quelque chose ? Qui tu es, parfait. Ce que tu fais. Alors, qui je suis. Voilà. Alors, je suis connu sous le nom de Nicolas Automatique BNB sur les réseaux. Donc, vous allez pouvoir me trouver sur YouTube, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux principaux. Donc, moi, je fais de la location courte durée en fait depuis 2017. En 2019, j'ai également créé une société de sous-location professionnelle. Et depuis 2021, j'accompagne les personnes à justement se lancer dans la location courte durée pour les novices ou pour ceux qui font déjà de la location courte durée mais qui n'ont pas les résultats escomptés. Je les accompagne pour qu'ils puissent atteindre les résultats qu'ils souhaitent. La grosse particularité que j'ai par rapport à d'autres formateurs ou à d'autres personnes, c'est que moi, à côté, j'ai une activité professionnelle. Je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale. J'ai donc mis en place tout un système pour que mes locations courte durée puissent fonctionner de manière quasiment automatique. Alors, grâce à la délégation, de l'automatisation et ce que j'appelle aussi la standardisation. Et donc, je suis la preuve vivante qu'on peut gérer. Donc, moi, je gère 17 biens en location courte durée tout en ayant une activité professionnelle à côté. Et donc, j'explique comment mettre ça en place tout en étant évidemment rentable. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de continuer à être fonctionnaire pendant encore 5-6 ans. Là, j'ai 35 ans. L'idée, c'est d'aller jusqu'à une quarantaine d'années, dans le sens où le fait que j'ai le statut de fonctionnaire, ça me permet d'avoir le tapis rouge lorsque je vais dans les banques, et donc de continuer en parallèle
à investir dans l'immobilier parce que j'ai commencé en fait mon parcours avant la location courte durée en 2016, donc 1 an plus tôt, en commençant en investissant dans l'immobilier. Et en fait, ce qui a fait qu'en 2019, j'ai commencé la sous-location professionnelle, c'est que de 2016 à 2019, en fait, j'ai investi dans 6 appartements. Et au moment où j'ai voulu faire le 7e, mon banquier m'a dit il y a trop d'endettement sur une seule tête, vous ne pouvez pas continuer je ne peux plus vous prêter de l'argent. Donc c'est là où je me suis lancé dans la sous-location professionnelle. Et c'est cette sous-location professionnelle qui me permet de générer de la trésorerie et derrière de continuer à investir. Et là, je viens d'investir effectivement dans un immeuble à Montbéliard que je suis en train, avec un associé, 2 associés, que je suis en train de réhabiliter. Donc c'est une grande maison qu'on divise en 7 logements. Voilà pour faire une synthèse de mon parcours. Très chouette ton parcours. Et tu as vraiment la preuve qu'on peut arriver à faire plusieurs activités. En fait, moi, je veux pas en fait opposer entrepreneuriat et salariat, même si je sais que c'est un peu la mode actuellement. Pour moi, c'est 2 statuts qui peuvent cohabiter. L'entrepreneuriat, c'est ses avantages, le salariat, ça a ses avantages, l'entrepreneuriat a ses inconvénients, le salariat a ses inconvénients, et l'idée pour moi, c'est d'essayer d'allier les 2 mondes et de prendre les côtés positifs de ces deux statuts. D'un côté, la stabilité financière, et puis le fait que les banquiers nous déballent un peu le tapis rouge, de l'autre côté, la liberté, le fait aussi d'entreprendre, de créer, etc. Donc moi, actuellement, ça me permet d'allier l'avantage des 2 mondes. C'est comme ça que je me présente, et c'est pour ça que je ne veux pas opposer à chaque fois les deux statuts, et c'est aussi pour ça, lorsque j'accompagne les personnes, je ne suis pas en train de leur vendre de la liberté financière ou le fait d'être rentier, etc. Je dis que chacun, on a notre pourquoi. Quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, en l'occurrence, ou dans l'investissement immobilier, on a tous un pourquoi différent. Une fois qu'on sait le pourquoi on fait ça, l'idée, c'est de l'atteindre, mais chacun a son pourquoi. Ça peut être pour des raisons familiales, certains pour quitter peut-être son job parce qu'on est en burn-out, d'autres simplement pour payer les études de leurs enfants, d'autres, comme nous, par exemple, fonctionnaires, on est capé d'un point de vue salarial. Donc, si à un moment donné, on veut évoluer financièrement, il faut trouver d'autres alternatives. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... en tout cas, pour moi, c'est vraiment important de ne pas opposer ces 2 mondes et plutôt essayer de les allier. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut rester 100% dans le salariat, il peut. Celui qui est à 100% dans l'entrepreneuriat, il peut. Mais de toute façon, il faut que chacun d'entre nous, on puisse savoir pourquoi on a décidé d'être entrepreneur ou salarié, ou les 2, mais pas suivre comme des moutons, je le dis souvent, parce que certaines personnes peuvent tenter de nous vendre sur YouTube ou ailleurs. C'est clair, Nicolas. Et en plus, l'essentiel que tu as le privilège du choix, le fait de rester salarié, que ça soit vraiment ton choix et que tu es épanoui dans ce que tu fais au quotidien. Et en même temps, de mixer grâce à ce salaire, grâce à ce salaire quand même qu'on peut avoir du levier bancaire. C'est grâce à ce salaire qu'on peut avoir le oui du banquier, à part si on a fait nos preuves plusieurs années avec des bons bilans dans les sociétés, quand on est entrepreneur. Ça, c'est un point qui est important, et merci que tu as mis le doigt dessus pour nuancer tout ce qu'il y a sur les réseaux. Et d'ailleurs, Nicolas, ça m'amène à une question, ce que tu viens de dire. S'il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, nous écoutent, d'ailleurs, je dis nous regardent parce que sur YouTube, il y a la vidéo de nos podcasts, si vous voulez voir nos têtes. On s'est fait des beautés, mais bon. Je suis coiffé avant de venir. Du coup, n'hésitez pas à nous voir sur YouTube et nous laisser bien sûr un petit like et un petit commentaire, ça nous fera énormément plaisir. S'il y a des fonctionnaires qui nous écoutent aujourd'hui, Nicolas, et qu'ils ont peut-être des croyances limitantes que non, on ne peut pas allier juridiquement entrepreneuriat et aussi d'être fonctionnaire, comment toi tu as fait pour que tu aies pu ouvrir ta société, quelle démarche faire administrative peut-être. Est-ce que tu peux donner des pistes pour les personnes qui nous regardent et casser ces croyances pour les fonctionnaires? Effectivement, en fait, il faut casser ces croyances limitantes. Alors, effectivement, quand on est fonctionnaire, on n'a pas autant de liberté qu'un salarié dans le privé. Ça, c'est la réalité. Pour ouvrir, en fait, ou être dirigeant, en tout cas, d'une société commerciale en tant que fonctionnaire, il y a 2 actions à mettre en place. La première action à mettre en place, c'est tout simplement de demander un temps partiel dans le ministère où on travaille. Donc, un temps partiel, ça peut être 50%, 80%, 90%. La loi ne dit rien
là-dessus. On vous demande juste un temps partiel, en tout cas ne plus être à 100% dans le ministère dans lequel on est. Et la deuxième action à faire, c'est de demander un cumul d'activités. En fait, quand vous demandez un cumul d'activités, en fait, vous passez devant une commission pour simplement prouver que l'activité que vous voulez mettre en place en parallèle, qui est commerciale, ne soit pas en conflit d'intérêts avec le ministère dans lequel vous êtes. Donc, ce sont les deux prérogatives à avoir. Par contre, ça n'empêche... Donc ça, c'est pour entreprendre et être dirigeant d'une société commerciale. Par contre, on peut déjà être fonctionnaire et puis investir dans l'immobilier à titre privé, ça, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que ça, il y a des lois qui protègent les fonctionnaires pour pouvoir développer ce qu'on appelle son patrimoine personnel, donc le fait d'acheter un bien en nom propre, faire de l'investissement locatif, d'être en SCI, même à l'IS ou à l'IR, à partir du moment où c'est pour du patrimoine personnel, il n'y a aucun problème à ce sujet. Il n'y a même pas de cumul d'activités à demander, ni de temps partiel à demander. Mais par contre, il le faut si on veut être dirigeant d'une société commerciale. Donc effectivement, c'est des contraintes supplémentaires par rapport au fait d'être un salarié dans le privé. Par contre, ce n'est pas du tout infaisable, la preuve en est. C'est juste qu'il ne faut pas penser qu'il est interdit d'investir ou d'entreprendre lorsqu'on est fonctionnaire. Il y a simplement des conditions à remplir. C'est bien que tu puisses préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je suis fonctionnaire et que je ne peux rien faire ». Donc, c'est bien que tu as la preuve. Et après, par contre, ce qui est important de maîtriser, c'est en fonction du ministère dans lequel vous êtes. Évidemment, les canaux hiérarchiques sont différents. Donc, c'est surtout maîtriser ces canaux hiérarchiques pour savoir à qui demander son cumul d'activité ou à qui demander son temps partiel. Parce que ça doit être demandé à son supérieur hiérarchique et en fonction du service dans lequel on travaille, dans les ministères dans lesquels on travaille, on n'a pas la même organisation hiérarchique, mais une fois qu'on sait à qui on doit demander ça, et puis voilà, en tout cas, moi je suis dans l'éducation nationale, tous les ans on reçoit des mails qui expliquent comment demander son temps partiel, comment demander son cumul d'activité. Donc moi c'était pour reprise ou création d'entreprise. Et donc là, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut simplement se renseigner. C'est vrai que le plus dur, c'est d'avoir les bonnes informations. Parce que c'est vrai que par défaut, on peut avoir beaucoup de personnes, même des supérieurs hiérarchiques, qui peuvent vous dire que ce n'est pas possible alors que ce n'est pas du tout le cas. Merci Nicolas d'avoir mis le point sur ce volet. Pourquoi j'ai insisté aussi, les fonctionnaires, ça reste quand même, il y a pas mal de jours de congé, il y a pas mal de temps qu'on peut consacrer à l'investissement immobilier, à la sous-location, à développer son patrimoine. Et j'insiste sur ce point, passer à l'action et vraiment rentabiliser ce temps que vous avez, que beaucoup d'autres salariés ne l'ont pas. Après, oui, bien sûr c'est pour ça que... selon le ministère, mais il y a quand même pas mal de congés par an, il y a pas mal de vacances par an qu'on peut vraiment les rentabiliser dans ce sens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'allier les deux mondes. Je veux dire, à la fois, j'allie la sécurité financière, la sécurité de mon statut, le fait d'avoir beaucoup de temps libre avec les vacances scolaires, les week-ends, les soirées, etc. Et à ça, j'allie cette liberté de pouvoir avoir un temps partiel parce que je peux me rémunérer en partie grâce à mes activités à côté et décider d'organiser mon temps comme je souhaite. Donc effectivement, j'essaye d'allier les deux choses. Et c'est vrai que là, par exemple, comme j'avais commencé mon activité proprement commerciale en 2019, ma société de sous-location, parce qu'avant mes autres activités, c'était en nom propre que j'avais fait des achats. Là, c'est à peine mon 3e bilan comptable, parce que moi, j'ai ouvert ma société en novembre 2019. Donc, le premier bilan comptable a eu lieu non pas en décembre 2019, mais en décembre 2020. Et donc là, en 2022, enfin en décembre 2022, je viens à peine de solder mon 3e bilan comptable. Donc, si je n'avais pas continué à avoir mon activité professionnelle à côté, pendant tout ce temps-là, je n'aurais pas pu continuer à investir. En tout cas, ça aurait été très limitant. Pour pas dire impossible, même si, pareil, comme je le dis souvent, l'impossible n'existe pas, mais il ne faut pas non plus croire que c'est le monde des bisounours et qu'un banquier avec des revenus qu'il va considérer comme instables, sachant que lui mesure le risque en permanence, s'il n'a pas 3 bilans comptables sur votre société, hormis si vous avez fait la découverte de l'année et que vous faites un bénéfice énorme sur les premières années de votre société, mais ça, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui y arrivent, vous allez être bloqué pendant un certain temps. Et moi, je le dis souvent, avant d'être un infopreneur, je suis avant tout un investisseur. Et donc, moi, c'était important pour moi de continuer à investir. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Amani, moi, j'adore ce que je fais, mon activité à côté, travailler avec les jeunes et tout. C'est vraiment intéressant pour moi. Et puis, ça me permet de changer le monde, en fait.
et franchement de m'épanouir. Et j'ai pas toujours eu cette réflexion-là. En fait, c'est surtout pendant le Covid, en mars 2020, enfin, à partir du moment où il y a eu les confinements, où je me suis vraiment dit, mais en fait, je ne pourrais pas, je pense, m'investir à 100% dans l'entrepreneuriat, en gros tout seul devant mon ordinateur, à faire de l'infoprenariat ou que le monde de l'investissement, dans le sens où j'ai besoin vraiment, en tout cas moi, c'est ma personnalité, d'avoir des relations humaines et puis d'être dans un monde qui n'est pas mercantile, notamment l'éducation nationale. Et moi, ça me fait vraiment du bien d'avoir ces deux mondes dans lesquels je navigue au quotidien, en fait. Mais c'est ma personnalité, hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi, mais ça me correspond. Ce qui est bien, c'est que tu as trouvé ton équilibre. Exactement. Très inspirant. Merci Aline. Oh, bien. Ouais, chouette. On a fait une belle rencontre entre tous les deux. Et effectivement, quand on est rentré du salon. La chance qu'on a eue, c'est en se rencontrant au salon qu'on s'est aperçu qu'on fait finalement... On prenait le même train retour, donc on a pu échanger pendant plus de 2 heures dans le wagon-bar. Donc c'était excellent. Et tu m'as bien aidé sur certains points pour la tarification des tarifs. Effectivement, sur ta partie location courte durée, tu as pu avancer, donc ça c'est cool. On a échangé là-dessus. Voilà. Et après, j'ai appelé Amélie en lui disant qu'il faut mettre ça en place. Nicolas m'a dit qu'il fallait mettre ça. Non, mais effectivement, si là vous m'étiez amené à parler de location courte durée, le fait de mettre en place effectivement une tarification dynamique ou ce qu'on peut appeler le revenu management, c'est extrêmement important en fait. C'est le principe de base de beaucoup de commerces comme l'hôtellerie, comme justement les transports. C'est comme ça qu'on augmente son chiffre d'affaires, c'est comme ça aussi qu'on augmente ses marges. Il y a des périodes de l'année où il y a plus d'offres que de demandes et il y a aussi des périodes de l'année où il y a plus de demandes que d'offres. Et donc, il faut jouer avec ça par rapport à ses prix. Et c'est comme ça que on peut déjà, juste sur ce point-là, faire la différence entre 80% des loueurs qui ont des résultats lambda et 20% des loueurs qui ont des résultats exceptionnels, dans le sens où ils mettent des choses différentes des autres. Et notamment, le revenu management, c'est un des points qu'il faut mettre en place pour se démarquer de la concurrence. D'ailleurs, Nicolas, on va venir au revenu management par la suite. Mais si je reprends Nicolas, au moment où il a passé à l'action dans l'investissement immobilier, c'était 2016-2017, si j'ai bien compris, que tu n'as pas directement commencé avec la location courte durée. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as fait en investissement en un de tes appartements en chiffres, ou le premier en chiffres, et par la suite, le déclic qui t'a amené à aller dans la location courte durée? De toute façon, le premier bien que j'ai acheté en 2016, c'était quand en fait, je suis devenu titulaire dans l'éducation nationale. Non, c'était ma deuxième année de titularisation dans l'éducation nationale. Je me suis dit, je vais commencer à préparer ma retraite. C'était comme ça que je me suis mis en tête pour investir. Et donc, j'ai investi dans un appartement en nu avec déjà un locataire à l'intérieur. Un truc que je ne ferai plus aujourd'hui, mais c'était typiquement ce que je recherchais à l'époque, en 2016. Je me rappelle, quand j'allais dans les agences, je dis, moi, je ne veux pas me prendre la tête. De toute façon, je ne savais pas à cette époque la différence entre nu et meublé d'un point de vue fiscal. Et je voulais juste qu'il y ait déjà un locataire dedans. Grosso modo, je vais chez le notaire, je signe et on me donne un loyer tous les mois. Et moi, à cette époque-là, c'est pareil, c'était une erreur. C'était de penser simplement, voilà, le loyer est de 450 €, mon crédit il est de 450 €, c'est bon, ça équilibre, on est parfait. Sauf qu'évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas conscience et connaissance que il y avait d'autres taxes, d'autres charges, des frais de copro, etc., des charges des taxes foncières, etc., à payer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai fait les choses comme beaucoup de personnes le font, et c'est pour ça que je le déconseille de le faire, c'est-à-dire d'investir et puis après de se poser les bonnes questions, en disant est-ce que finalement c'est un bon investissement, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, le fait déjà de meubler son appartement, ça changeait la donne, que le fait après de peut-être faire de la location courte durée, ça permettait encore de démultiplier les revenus, etc. Donc ce bien-là, ce que j'en ai fait, c'est qu'une fois que le locataire est parti, je l'ai meublé. Donc ça m'a permis de louer 50 €, enfin 45 € supplémentaires. Donc au lieu de le louer 450, je louais 495. D'un point de vue fiscal, il y avait de l'amortissement qui s'est mis en place, que je me suis mis au réel. Je ne payais pas d'impôts, alors que
Avant, je payais des impôts. Donc voilà, donc tout simplement, ça c'est la première étape qui m'est arrivée. Et puis après, à un moment donné, en 2017, donc ça c'est en 2016, ouais, et en 2017, j'ai investi dans un autre appartement, dans une autre ville, où là j'ai dit tout de suite, je vais le mettre en location courte durée, parce qu'en commençant à potasser sur le fait de faire du meublé, de gagner plus d'argent avec l'immobilier, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et j'ai dit, je vais tenter la location courte durée. Donc je me suis un peu formé là-dessus. Et puis, même si en 2016-2017, il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui en ligne, il y en avait déjà un peu, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, je me suis lancé dedans et j'ai vu tout de suite que ça fonctionnait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ce premier bien que j'avais acheté en 2016, que j'avais passé de nu en meublé, après je l'ai passé de meublé en location courte durée. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est toujours en location courte durée et qu'il est devenu rentable. Quand il est passé en meublé, on va dire, j'équilibrais les finances. Et quand je l'ai mis en location courte durée, il est devenu rentable. Alors ça, c'est une erreur, dans le sens où ce que je dis souvent maintenant, c'est qu'il faut qu'il soit rentable déjà en le louant à l'année en meublé de façon classique. Et la location courte durée doit être vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pour ça que j'amène souvent les gens à réfléchir dans le bon ordre, de ne pas faire la même erreur que moi ou comme d'autres personnes. J'ai la chance que j'ai pu retomber sur mes pattes très rapidement, sans aucun gravuge, parce que je me dis toujours, si je m'étais loupé sur mon premier investissement, s'il y avait eu plus d'impact, ça aurait pu tout simplement... En fait, j'avais la chance que c'était un petit investissement. C'était un investissement à 75 000 €, donc il n'y avait pas trop d'impact derrière. Mais voilà, donc tout simplement pour dire qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Je ne les ai pas fait dans le bon ordre, et donc maintenant j'essaie d'apprendre aux gens, ou en tout cas je les alerte sur le fait de faire les choses dans le bon ordre. Moi j'ai eu la chance que ça n'a pas eu d'effet négatif, mais je connais d'autres personnes avec qui d'ailleurs j'ai échangé au salon de la location courte durée, pour lesquels ils regrettent maintenant leur choix, mais sauf qu'ils ont signé un crédit sur 15, 20 ou 25 ans. Et donc, même en revendant le bien, pour certains, ils vont peut-être même pas retomber sur leurs pattes. Donc, il faut être très attentif. Tout à fait. C'est important de faire attention. Après, moi, je rajoute un peu de nuancé aujourd'hui par rapport aux conditions de crédit et les taux. C'est que même en location pérenne, on peut ne pas tomber forcément sur l'équilibre. Bien sûr, il faut négocier, il faut trouver la bonne affaire ou bien rajouter de l'apport pour que ça tombe comme au minimum à l'équilibre avec une location pérenne. Mais même avec ces conditions aujourd'hui, on encourage quand même à passer à l'action. Et de toute manière, peut-être plus tard, ça va baisser. Vous pouvez renégocier les taux et quand même, vous êtes en train de capitaliser tous les mois. Il faut pas l'oublier. Non, c'est sûr. Ça, de toute façon, le passage à l'action, je le regrette pas, bien au contraire. Et il faut passer à l'action, c'est extrêmement important. On a la chance, on va dire, d'être sur des taux variables à la baisse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être à 4% et investir. Et puis, si demain, ça passe à 5 ou 6%, notre crédit reste à 4. Et puis, si à un moment donné, il descend, on pourra renégocier. Non, ce qui est par contre important, je pense, c'est qu'avant de se lancer, c'est juste d'avoir quelques petites bases fiscales, pas d'être un spécialiste, mais de connaître les différentes manières de déclarer ses revenus, que ce soit foncier, bénéfices industriels et commerciaux, ou en SCI, LIS ou LIR, voilà ce qu'on peut faire. Parce que comme tu le disais juste avant, Mani, un peu la bonne affaire se crée aussi à l'achat, par la négociation qu'on peut avoir avec évidemment le vendeur, avec le mode d'exploitation qu'on aura derrière, mais aussi de temps en temps, typiquement, peut-être en fonction de si on l'a acheté en société à l'IS ou si on l'a acheté en nom propre, en nu ou en meublé, ça peut aussi avoir des impacts fiscaux différents qui peuvent d'un seul coup ne plus rendre rentable un bien qui l'était. Donc voilà. Donc effectivement, après maintenant, franchement, on peut trouver tout ce qu'il faut sur Internet pour se former, soit de façon payante, soit de façon gratuite. Mais voilà, au moins de s'initier à un minima pour savoir de quoi on parle. Moi, à l'époque, je ne m'étais même pas du tout initié. Je voulais juste préparer la retraite. Et pour moi, préparer la retraite, c'était juste avoir un appartement. Et je n'avais pas eu une notion à ce moment-là de l'impact fiscal ou autre par la suite. Et plus à l'époque, en 2016, c'était là où les crédits étaient très bas. On pouvait investir, prendre des crédits à 100, 110 ou même 130%, c'est-à-dire avec les travaux tout à l'intérieur. Alors que maintenant, on sait très bien que l'obtention des crédits demande, comme tu viens de le dire, Amani, souvent maintenant de l'apport.
Et voilà, la facilité du crédit est différente et le contexte est différent de 2016 où j'ai commencé à investir. Je partage ton point de vue, mais par contre, il ne faut pas non plus bloquer les gens parce que Non. moi, j'ai emprunté, tu vois, j'ai emprunté à des 5-6% de taux. Et Oui, non, ça mais ne m'a pas empêché, tu vois, parce que les gens, je pense que ce qui pose un problème, ce qui bloque un peu les gens, c'est qu'ils se disent, les taux, ils ont connu à 1 ou 2%, et maintenant, quand c'est passé à 3, ils se disent, ben, on va attendre que ça rebaisse. Mais il faut passer à l'action. Ah bah c'est une erreur. Ça. Ah non, ça c'est une erreur. Ça. Je pense qu'il ne faut pas attendre, personne n'a une boule de cristal pour dire quand est-ce que les taux vont rebaisser. Là, ce matin, je crois que ça va encore un petit peu augmenter, ils annoncent au 1er juillet. Mais ce qui est très important, comme vous disiez tous les deux, c'est à l'achat. Il faut l'acheter en dessous du prix du marché. Ça, c'est la base. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir quand tu investis. Et puis on a la chance en France d'avoir ce que j'appelle moi le taux variable à la baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait à 4%. Même si demain, ça passe à 5 ou à 6, notre crédit reste toujours à 4%. Donc la meilleure occasion, c'était de continuer à investir aujourd'hui et pas d'attendre demain. Et puis, si demain, ça s'était amené à baisser, on peut renégocier son crédit pour que son taux de 4% qu'on a eu peut-être passe à 2, 2,5, tout dépendra où on en sera à ce moment-là. Mais donc, au contraire, il faut toujours investir. Il ne faut pas attendre, soi-disant, la chute de l'immobilier, soi-disant, la chute des crédits, etc. Pas du tout. Mais par contre, il faut juste se questionner sur, voilà, est-ce que le bien, en tout cas, moi je vais parler de la location courte durée, ne pas faire l'erreur de se dire je fais de la location courte durée pour que mon bien soit rentable, il faut que mon bien soit rentable avant même de faire de la location courte durée. Pourquoi ? Parce que sur la location courte durée, on le voit très bien, les réglementations évoluent, dans certaines villes, elles deviennent très restrictives. Et si par malheur vous investissez dans une ville où d'un seul coup ça devient restrictif, votre investissement qui était rentable devient non rentable. Or, le but d'investir, c'est quand même un minima d'être en autofinancement, au mieux de rentabiliser. Donc c'est vrai que le mieux, c'est de trouver un bien, quelle que soit la ville où vous êtes, qui soit rentable en faisant de la location classique à l'année et qui le soit encore plus lorsqu'il fait de la location courte durée. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ça c'est cool, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même une spécificité, c'est que les banques nous prêtent, on peut emprunter avec 30% d'apport. Voilà. Et ils nous prêtent quand même, parce qu'il y a certains pays où l'apport est très, très important. D'ailleurs, maintenant, on est devenu à 10%, maintenant, 10-20%, mais ça reste encore... le reste, c'est le locataire qui va... C'est très accessible. Et encore, ça continue à emprunter sans apport. Hein. Nous, dernièrement, on a eu 2 projets clés en main qu'ils ont empruntés sans apport. Hein. Vraiment, ils sont passés par quelle banque ? Ils sont passés par LCL. LCL et Banque Postale. En fait, or que c'est Banque Postale qu'on dit toujours, si on veut un refus, on va aller à la Banque Postale. Et LCL, c'est une banque nationale. Mais en fait, c'est juste la situation de la personne, son taux d'endettement. Aujourd'hui, la Banque Postale, elle a changé sa stratégie parce qu'elle est en train aussi d'accueillir pas mal de personnes, d'autres banques nationales. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le Crédit Mutuel et le CIC aussi. En SCLIS, ils appliquent encore le taux d'endettement différentiel. Et si vous avez fait de très bonnes opérations, c'est-à-dire votre delta, votre taux d'endettement, il diminue au fur et à mesure que vous investissez. Et comme ça, vous pouvez investir en SCLIS avec le Crédit Mutuel et le CIC, sachant que vous sortez des conditions ACSF comme vous êtes en société. Du coup, voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire le tour des banques. Et c'est vrai, quand je dis aujourd'hui sans apport avec des projets clés en main, mais c'est des situations où il n'y a rien à dire. Tous les prérequis pour investir en immobilier sont cochés et tout ce qu'il faut de comportement bancaire, de dépenses, de compte sexy, tout ce volet-là, il est validé. Et les banques suivent encore. C'est juste d'assainir sa situation et en même temps de chercher, si par exemple tous les témoins sont ouverts de point de vue comportement, de point de vue épargne et tout ça, mais par contre l'endettement ça ne suit pas, n'hésitez pas à aller chercher des associations où vous pouvez vous mettre ensemble pour aller encore plus faire du levier et vous pouvez aller plus loin. Là c'était la minute banque. Non, effectivement, de toute façon, il faut, voilà, de toute façon, pour vraiment clôturer, mais synthétiser, voilà, il faut passer à l'action, il ne faut pas poser non plus 36 millions de questions, il faut quand même avoir quelques éléments en tête pour pas partir vers n'importe quoi, parce qu'on va quand même s'engager sur des crédits 15, 20, 25 ans. Donc, il vaut mieux passer quelques semaines ou quelques heures à se préformer, ou en tout cas
commencer à s'initier à certains éléments, et après, il faut y aller. De toute façon, après, l'expérience se fait en faisant les choses. Chacun d'entre nous, lorsqu'on a investi, lorsqu'on a entrepris, voilà, c'est impossible d'anticiper toutes les choses. Il y a des erreurs inévitables qu'il faut éviter de faire, évidemment, mais voilà, après, c'est par expérience qu'on a les problèmes qui arrivent, et puis notre rôle, après, c'est de les solutionner. C'est notre rôle en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur au quotidien. Super, merci Nicolas. Après, Nicolas, il a fait les investissements, il a commencé la location courte durée. Et qu'est-ce que tu as mis en place petit à petit pour travailler ton chiffre d'affaires, ton taux de remplissage, l'automatisation par rapport au nombre de locations courte durée que tu as en ce moment? Comment tu as fait le pas à pas, petit à petit, graduellement pour améliorer tes locations courte durée? Alors en fait, effectivement, au fur et à mesure où j'ai développé mon parc de location courte durée, j'ai mis en place différentes choses. Alors j'ai commencé tout de suite par l'automatisation, c'est-à-dire quand je parle d'automatisation, c'est automatiser l'envoi des messages à mes voyageurs. C'est-à-dire que si là aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire le podcast avec vous, si quelqu'un réserve, automatiquement il y a une confirmation de sa réservation, il ne doit pas attendre que je lui envoie un message. Il y a une synchronisation des calendriers pour éviter le surbooking. Et derrière, il y a toute une séquence email qui s'envoie aux voyageurs pour que le parcours du voyageur soit le plus fluide possible. Je parle souvent de parcours de voyageur parce qu'entre le moment où la personne réserve chez vous sur la plateforme Airbnb ou Booking et le moment où elle va quitter votre logement, il faut que tout soit fluide. Il faut éviter toute friction. Donc là, par exemple, on va lui envoyer automatiquement la facture, on va lui envoyer automatiquement le guide d'accueil pour que la personne puisse préparer son séjour. Lorsque la personne va arriver dans le logement, donc ça c'est pas automatisé, mais il y a de la signalétique, vu que c'est des entrées autonomes, le code Wi-Fi, comment enlever par exemple la sécurité enfant, si sur votre plaque de cuisson vous l'avez activé, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des choses, ça passe par l'automatisation et aussi par la communication, toutes ces choses que j'ai mis en place durant l'ensemble du parcours du voyageur. Au début, quand j'ai commencé, je ne parlais pas en parcours voyageur. Voilà, pour moi, c'était juste on automatise à minima. Mais en fait, je me suis aperçu qu'une réservation, ce n'est pas juste au moment T où la personne arrive dans votre appartement. Une réservation, c'est du moment où elle réserve jusqu'au moment où elle le quitte. Donc, si quelqu'un réserve quelques semaines en avance, ça peut être un parcours voyageur qui peut être assez long. Il faut donc qu'il soit le plus fluide possible. Et donc, pour ça, il faut à la fois concentrer les informations les plus importantes, mais en même temps savoir les distiller au bon moment. C'est-à-dire qu'évidemment, un client, entre le moment où il réserve, entre le moment où il arrive chez vous et entre le moment où il part, il a besoin d'informations différentes, pas les mêmes informations. Il ne faut pas non plus le noyer d'informations. Donc là, moi, tout ce que j'ai appris grâce à mon expérience et aussi en me formant, en m'inspirant de ce que font aussi les hôteliers, même moi quand je voyage, j'observe beaucoup comment on m'accueille dans les hôtels, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours voyageur le plus fluide possible qui passe par une séquence email automatisée, etc. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est dans ma location courte durée, c'est la mise en place du check-in automatique et du check-out automatique. Il faut savoir que ça, c'est une demande de plus en plus recherchée. Ça fait partie du top 10 des filtres sur Airbnb, l'entrée autonome. Donc ça, c'est important de le mettre en place pour permettre à vos voyageurs d'arriver à l'heure qu'ils le souhaitent, d'avoir ce sentiment de liberté, et pouvoir d'accueillir aussi des réservations jusqu'à la dernière minute, et donc d'engranger des réservations supplémentaires. Ce que j'ai mis aussi en place pour augmenter mon chiffre d'affaires, c'est que les personnes, au-delà du deuxième voyageur, donc pour le troisième, quatrième, cinquième ou sixième voyageur, ils payent un tarif supplémentaire tout simplement pour aussi augmenter mon chiffre d'affaires. Et puis en fait c'est gagnant-gagnant parce que pour le voyageur il va payer peut-être 10 € par voyageur supplémentaire, donc lui ce ne sera pas excessif et moi je gagne du chiffre d'affaires supplémentaire. Ce que j'ai mis aussi en place pour augmenter mon chiffre d'affaires, pareil, tout ça je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, c'est au fil de mes expériences, j'ai mis en place ce qu'on appelle des upsells, donc des services supplémentaires comme la possibilité d'arriver plus tôt, de partir plus tard, la mise en place par exemple d'un lit parapluie, tout ça fait que ça me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires. Et tout à l'heure, on en a parlé aussi du revenu management, c'est-à-dire dans les saisons les plus hautes, c'est souvent à ce moment-là où beaucoup de personnes perdent de l'argent, en fait, et des personnes veulent, pendant les saisons hautes, remplir rapidement leur calendrier. Ça les rassure d'avoir 100% de taux d'occupation. Mais le taux d'occupation, c'est qu'un seul indicateur de performance. Et pour moi, il y a 2 indicateurs de performance qu'il faut avoir en tête. C'est évidemment le taux de remplissage qu'on vient d'évoquer ou le taux d'occupation
et le prix moyen à la nuitée. Et en fait, ces 2 indicateurs qu'il faut toujours maîtriser et qu'ils soient le plus haut possible. De temps en temps, en fait, je prends toujours cet exemple, mais vaut mieux avoir 10% de remplissage à 100 € la nuit que 100% de remplissage à 10 € la nuit. Tout simplement parce que sur un mois donné, vous allez peut-être vous faire le même chiffre d'affaires, mais vous avez d'un côté plus de rotation, plus d'usure du bien, plus de frais de consommables, etc. Je prends cet exemple, souvent quand je le prends, les gens comprennent rapidement, mais tout ça pour dire que le revenu management, c'est extrêmement important. De temps en temps, l'idée, c'est pas d'avoir 100% de remplissage, il vaut mieux en avoir 90 avec un prix moyen à la nuitée qui soit plus élevé que votre moyenne habituelle. Donc ça, c'est aussi important de maîtriser. Voilà, ces 2 indicateurs. Donc pour moi, un bon loueur, c'est quelqu'un qui connaît en permanence ces 2 indicateurs pour chacun de ses logements et qu'il est en mesure de comparer les performances qu'il fait avec celles du marché, de son marché. Combien de fois je vois, je vais sur les groupes Facebook ou autres, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il y a moins de réservations sur Airbnb dans votre secteur? Est-ce que c'est normal que j'ai moins de réservations que d'habitude? Déjà, c'est compliqué de répondre à ta question parce qu'en fait, je ne suis pas dans le même secteur que toi, donc je ne sais pas quel est ton marché. Maintenant, aujourd'hui, avec les outils comme AirDNA, comme PriceLabs, même comme Airbnb, on peut aller comparer son prix moyen à la nuitée ou son taux d'occupation à celui du marché ou à celui de ses concurrents. Donc, on peut rapidement savoir si on est dans la moyenne, si on surperforme ou si on sous-performe. En fonction de ce résultat-là, c'est-à-dire une fois que j'ai comparé mes 2 indicateurs, si je surperforme, tant mieux. Si je suis au même niveau que les autres, peut-être que j'ai quelques éléments à modifier. Et par contre, si je sous-performe, évidemment, là, il y a des actions à mettre en place. Trop souvent, actuellement, les gens font l'inverse, c'est-à-dire voient qu'ils n'ont pas de réservation, en tout cas, ils ont cette sensation que leur calendrier ne se remplisse pas. Ils commencent à toucher à tout sur leur annonce, sur Airbnb, Booking, modifient tout. Et en fait, on s'aperçoit simplement qu'en fait, ce n'est pas leur logement, leur annonce qui est problématique. C'est simplement, là, ils sont sur une période creuse de l'année où il y a moins de réservations. Voilà, donc c'est tout. C'est le marché qui est comme ça. Moi, je le rappelle souvent, votre logement, c'est un produit. En face, il y a des clients qui sont dans un marché. Et donc, à un moment donné, il faut que votre produit corresponde à votre marché. Mais il se peut qu'à un moment donné, il n'y ait pas assez de demandes par rapport au nombre d'offres qu'il y a sur le marché, et donc c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas de réservation. Pareil, il y a d'autres indicateurs à aller vérifier si on veut encore affiner les choses quand on passe certaines étapes, mais par exemple, savoir quel est l'espace de réservation de vos voyageurs. Est-ce qu'ils réservent sous les dernières 24 heures, sous les dernières 48 heures, sous les 7 derniers jours? Connaître un peu les habitudes de vos clients, de vos voyageurs sur les périodes données, ça va vous permettre de savoir s'il faut casser les prix, modifier les prix ou les laisser hauts jusqu'à la dernière minute. Par exemple, moi, dans mon secteur, actuellement, il y a à peu près 35% des réservations qui se déroulent sur les 24 dernières heures. Donc, ça ne sert à rien de casser ces prix sur les 24 dernières heures parce qu'il y a quand même un tiers des personnes, là en l'occurrence je parle de Dijon, qui arrivent à Dijon, qui réservent sur les 24 dernières heures. Ça, par exemple, Booking vous donne ces informations-là. Donc ça, c'est extrêmement important parce que de casser votre prix, et certes, vous allez louer, mais si vous n'aviez pas cassé votre prix, vous auriez loué aussi. En tout cas, il y aurait eu de grandes chances que vous louiez. Donc en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc c'est important de maîtriser toutes ces choses-là, et c'est pour ça que je le dis souvent. La différence qui fait entre un loueur lambda et un loueur qui réussit, c'est quelqu'un qui a le mindset d'un entrepreneur de la location courte durée, qui ne fait pas des actions au doigt mouillé, mais qui a en fait des données factuelles sur lesquelles il s'appuie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 indicateurs, le prix moyen à la nuitée, le taux d'occupation, et quelques autres indicateurs quand vraiment on commence à être à un niveau avancé. Et ces indicateurs, il faut les comparer à ce que font le marché. Et c'est qu'une fois qu'on a fait cette comparaison qu'on peut savoir si on a des actions à mettre en place. Et pas faire l'inverse, mettre des actions en place parce que je pense que, je crois que. Et en fait, en faisant ça, vous êtes peut-être en train de dérégler tout un système qui fonctionnait très bien. C'est simplement que là, en ce moment, il n'y avait pas de demande. Et là, vous venez de bousiller votre système en quelques minutes. Et comme vous avez touché à tout, vous ne savez même pas qu'est-ce qui ne fonctionne plus maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est important, même lorsqu'on compare les choses et qu'on voit qu'il faut mettre des actions en place, c'est d'abord les mettre en place. Et après, ce que je le dis souvent, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, lorsque vous mettez en place quelque chose, après, vous le mesurez, vous savez si ça a eu un effet positif ou négatif dans votre système. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit-là en permanence. Et c'est ce que j'amène à faire avec les gens que j'accompagne, pour que justement ils aient des résultats qui sortent de l'ordinaire et qui fassent partie du top loueur de leur secteur. Très intéressant. Tous les outils que tu viens de partager. Vraiment. Effectivement, maintenant, il y a vraiment, franchement, en 2023, tu peux aller chercher. Alors, pas obligé d'utiliser tous les outils que j'ai cités, mais franchement,
tu peux, avec l'outil avec lequel tu te sens le plus à l'aise, RDNA, PriceLabs, il y en a même d'autres, hein, tu peux facilement savoir, avec les datas de ces logiciels-là, où te situer par rapport au marché. Autant quand j'ai commencé en 2017, il n'y avait pas ces outils-là. Maintenant, en 2023, il n'y a plus d'excuses à ce sujet, quoi. Très bien. Merci Nicolas pour tout ce partage par rapport à la location courte durée. C'est très inspirant et en effet, beaucoup de personnes laissent de l'argent sur la table en essayant de négliger tout ça et de mettre en place ces outils bien poussés dans ce détail, hein, ça pourra qu'améliorer votre chiffre d'affaires. Et même pour les personnes qui veulent se lancer et qui cherchent le secteur et qui veulent se dire bon, bah, je vais exploiter en location courte durée. Certes, l'affaire, il faut la négocier, il faut se baser sur la location pérenne. Mais si c'est votre stratégie de louer en location courte durée, de faire déjà cette étude en amont, de connaître le secteur où vous pouvez aller pour investir. Oui, bah, de toute façon, maintenant, par exemple, là, RDNA vous permet, vous tapez une ville, bon, c'est un abonnement mensuel qui est sans engagement, vous tapez une ville, vous connaissez, en fonction du type de bien que vous décidez, un studio, T1, T2, T3, etc., etc., vous connaissez le chiffre d'affaires qui se font les meilleurs loueurs de cette ville-là avec ce type de bien, vous savez le prix moyen à la nuitée auquel il est loué, vous savez les taux d'occupation moyens sur plusieurs années, etc. Donc, vous avez toutes les données pour faire votre étude de marché et vous n'avez plus de mauvaises surprises. Par contre, évidemment, c'est un travail ingrat, c'est la partie invisible de l'iceberg. Mais ce travail-là, si vous le faites, ce temps perdu, entre guillemets, que vous avez au début, c'est tout le temps gagné que vous avez derrière. Parce que vous allez vous apercevoir peut-être que dans certaines villes, en fait, peut-être en investissant un peu plus, par exemple en prenant un T3 au lieu d'un T2, vous allez démultiplier vos revenus parce que c'est peut-être là la demande qu'il y a actuellement. Donc, c'est bien de faire cette analyse, cette étude de marché. Alors, en plus, il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, quand on parle d'étude de marché, on se met directement des grands trucs dans la tête. Mais en fait, maintenant, avec des outils comme RDNA, cette étude de marché peut être faite en 2-3 heures. Et en tout cas, d'avoir toutes les données pour pouvoir analyser, vous faire vos rentabilités et savoir si faire de la location courte durée dans cette ville-là, avec ce type de bien-là, dans ce quartier-là ou dans cette rue-là, est rentable ou pas. Je veux dire, avec RDNA, on peut aller jusqu'à une rue près pour savoir où ça en est. On peut même retrouver les annonces, cliquer sur l'annonce, voir le logement en question avec lequel on se compare, quel est son chiffre d'affaires moyen, quels sont les équipements qu'il a dans son logement, etc., etc. Donc, enfin voilà, on peut aller très loin. On peut même, on peut, par exemple, rien que vous tapez sur Google quels sont les éléments les plus recherchés, les filtres les plus recherchés sur Airbnb, vous avez les 10 filtres les plus recherchés en France. Après, vous pouvez même faire par ville. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, vous pouvez même affiner chaque chose pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ou équiper dans votre logement une fois que vous avez compris que dans votre secteur, vous pouviez faire de la location courte durée. Et donc ça, c'est tout ce qu'on apprend, par exemple, dans le cadre de mes accompagnements. C'est l'idée vraiment comme je le répète tout à l'heure, on a un produit à mettre en face de clients qui ont des besoins. Il faut que notre produit réponde à ce besoin par la localisation, par le prix qu'on va mettre et par les équipements qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a tout ça, les planètes s'alignent et puis vous pouvez louer. Mais c'est tout un travail qui se fait dans l'ombre, mais qui est extrêmement important pour après, une fois qu'on sait exactement, c'est pour ça que moi, je ne me diversifie pas dans des millions de villes. Je suis dans 3 villes que je maîtrise sur le bout des doigts, qui ont évolué entre 2016 et aujourd'hui, mais que je maîtrise sur le bout des doigts et je sais exactement ce que recherchent les voyageurs dans ces villes-là. Je sais exactement quel type de voyageurs j'ai en fonction de la période de l'année, si c'est en semaine ou en week-end. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez faire partie des meilleurs loueurs. Mais tout ça, ce sont des datas que vous devez récupérer, savoir où les trouver, les analyser et après les mettre en action pour les mettre face à vos voyageurs, quoi. Et moi, je t'amène à la sous-location professionnelle. Ouais. Tu avais dit ton passage à l'action pour la sous-location professionnelle, c'est au moment où tu étais bloqué par ton banquier, apprécie bien, et tu avais l'appétit encore pour en continuer dans l'investissement. Et d'ailleurs, ceux qui sont piqués, normalement, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas.
Exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer plus c'est quoi la sous-location professionnelle, expliquer un peu le business plan ou bien le business model de ce type d'exploitation et derrière, aujourd'hui, comment tu arrives à recruter des nouveaux appartements, tes astuces pour convaincre les propriétaires? Donc effectivement, une fois qu'on est piqué, on veut toujours continuer à investir. Donc c'est ce que j'arrive à faire évidemment là avec la trésorerie que je me fais sur la sous-location et puis avec le fait que je sois toujours salarié à côté. Parce que là, on parle de location courte durée ou de sous-location que je vais évoquer maintenant, mais j'ai aussi maintenant des appartements qui sont en location classique à l'année dans d'autres villes. Donc sur le principe de la sous-location professionnelle, en fait, c'est d'avoir une société qui signe un bail spécifique avec un propriétaire qui détient un logement et qui vous loue en fait ce logement contre un loyer un loyer que vous allez lui offrir tous les mois. Et en contrepartie, dans ce bail en fait spécifique, ce propriétaire vous permet de faire de la location courte durée avec ce logement. Donc imaginons le business model, je loue un appartement 500 € à Amani. Amani, je lui garantis ce loyer tous les mois via ma société. Et moi, je vais louer le logement d'Amani tous les mois sur Airbnb, sur Booking. Je vais me générer du chiffre d'affaires, on va dire environ 1500 € de chiffre d'affaires. Donc, je vais avoir, une fois que j'ai payé le loyer, l'eau, l'électricité, les commissions Airbnb, les commissions Booking, etc., les dames de ménage, une fois que j'aurai enlevé tout ça, il va me rester un bénéfice. Ce bénéfice peut aller entre 300 € et 500 €, tout dépend le type de logement que vous avez, etc. Mais j'ai parlé de ces chiffres parce que l'idée, globalement, c'est de faire un x3, c'est-à-dire que si vous louez un appartement 500 €, il faut essayer de faire en chiffre d'affaires x3 à peu près pour qu'une fois que vous avez tout payé, en prenant en compte tous les frais qu'on peut appeler cachés, etc., qui vont des consommables, à la blanchisserie, etc. Voilà, il vous reste un bénéfice et vous vivez grâce à ce bénéfice. Et l'idée, c'est de dupliquer scaler, en fait, tout simplement ce business model avec autant de logements que vous le souhaitez pour augmenter votre bénéfice, sachant qu'à chaque fois, par contre, à chaque fois que vous allez augmenter votre quantité de logements, il y a d'autres problématiques qui vont arriver dans votre société, qui sont dans les ressources humaines, dans l'organisation de votre société, dans comment on gère la logistique, comment on gère les consommables, etc. Mais ça, c'est une problématique que peut avoir tout entrepreneur, quelle que soit son activité. Mais après, voilà. Après, votre propre limite, c'est vous-même, parce que là, comme il n'y a pas de crédit immobilier, comme il n'y a pas de taux d'endettement, vous pouvez continuer à développer vos sous-locations autant que vous le souhaitez. Par contre, je le répète, quand vous faites ça, vous ne capitalisez pas dans l'investissement immobilier au sens où on l'entend, c'est-à-dire que si à un moment donné, j'étais amené à revendre un bien sur lequel j'ai capitalisé, sur lequel j'ai remboursé un crédit, je peux récupérer une somme. Là, si j'arrête la sous-location professionnelle du jour au lendemain, soit mon activité professionnelle de sous-location s'arrête, soit je revends ma société à quelqu'un qui veut reprendre, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est pour moi deux activités qui sont complémentaires, l'investissement immobilier et la sous-location professionnelle. Il y a aussi un avantage, c'est par rapport à la fiscalité, quand tu arrives par rapport au LMNP, qui peut être intéressant à expliquer. C'est quand les gens sont un petit peu justes. Alors, effectivement, il est possible, alors ça peut être avantageux. Alors déjà, il faut savoir que pour faire de la sous-location professionnelle, vous pouvez le faire sous le statut LMNP, LMP ou en société commerciale, type SAS, SASU, SARL, URL. Donc effectivement, ça peut être un avantage fiscal, par exemple. Donc si vous commencez à, je sais pas, imaginons que vous êtes au statut LMNP, vous faites de la location courte durée, vous dépassez 23 000 € par mois, 23 000 € par an, pardon, de chiffre d'affaires. Je parle bien en chiffre d'affaires et pas en bénéfice. Et, on aurait aimé 23 000 € par mois. Oui. Et donc là, on paye de l'URSSAF quand on fait de la location courte durée, même si on est au statut LMNP et qu'on dépasse 23 000 € par an de chiffre d'affaires. Si on fait de la location courte durée, on paye de l'URSSAF. Certaines personnes, pour éviter ça, ce qu'ils font, ils vont sous-louer leurs biens à une société de gestion de sous-location professionnelle. Ça, c'est la première chose qu'ils vont faire. Et avec cette société à laquelle ils sous-louent leurs biens, ils vont sous-louer d'autres biens ou au moins un autre bien à un autre propriétaire, une tierce personne. Comme ça, en fait, ils vont tout mettre dans cette société et ça va leur permettre
de ne pas dépasser ce seuil de 23 000 euros en nom propre et de ne pas payer d'URSSAF en l'occurrence. Ou ça leur permet aussi, sous le statut, de ne pas passer sous le statut loueur meublé professionnel quand, à cette condition que je viens d'exposer des 23 000 euros, l'ensemble des revenus est supérieur à... Enfin, l'ensemble des revenus de la location courte durée dépasse les revenus du foyer fiscal, on va dire en termes de salaire. Et je parle bien en termes de foyer fiscal. Mais bon, Aline est un peu plus spécialiste que moi sur la partie fiscalité, mais effectivement, le fait de mettre ça en place, ça vous permet d'optimiser les choses. Alors, il faut le faire correctement pour ne pas être dans l'abus fiscal, mais si vous faites les choses correctement, c'est une manière aussi d'optimiser votre activité, votre patrimoine et votre fiscalité. Il ne faut pas oublier de prendre, pas que pour ses biens, il faut prendre aussi d'autres biens. C'est pour ça que j'ai dit au moins un bien d'une tierce personne. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas juste vous louer vos biens. Si vous faites que ça, c'est de l'abus fiscal. Tout à fait. Et que le loyer aussi soit correct par rapport au marché. Exactement. Parfait. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner 3 astuces pour convaincre les propriétaires qui te passent un bien pour ta société de sous-location? Alors déjà, la première astuce, c'est d'avoir les bons filtres sur Le Bon Coin ou sur les sites sur lesquels vous recherchez. Parce qu'à un moment donné, à perdre du temps parce que vous n'avez pas mis les bons filtres à regarder toutes les annonces, c'est un peu comme quand vous faites de l'investissement immobilier, vous perdez plus de temps à regarder les annonces qu'autre chose. Donc, c'est vraiment de mettre déjà les bons filtres, savoir vos critères de rentabilité, de localisation, etc. Une fois que les bons filtres sont là, c'est d'appeler le propriétaire. Il faut éviter de lui envoyer un SMS, un email ou je ne sais quoi. Le téléphone, c'est le mieux. Moi, ce que je préconise toujours, c'est au téléphone de dire voilà, bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis dirigeant de telle entreprise. Votre logement m'intéresse grandement. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent régulièrement dans cette ville donnée et j'ai besoin de les loger. Votre logement m'intéresse grandement pour pouvoir les loger. Est-ce que votre logement est toujours disponible et est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous pour une visite? Là, il va vous dire oui, il va vous dire non. Si déjà il vous dit oui, il a pigé que vous étiez une société, il a pigé que ce n'est pas vous qui allez dormir dedans. Donc déjà, il n'est pas fermé à toute disposition par rapport à la sous-location professionnelle. Mais à ce moment-là, au téléphone, je commence pas à lui parler des termes qui peuvent lui faire peur, tels que sous-location, Airbnb, Booking. Ça, je vais le faire en face à face. Mais je fais exprès d'utiliser la sémantique que j'ai évoquée juste avant, pour que, par contre, ils comprennent bien que je suis une société, je ne suis pas un particulier, et que ce n'est pas moi qui vais vivre dedans, il y aura des tierces personnes qui vont vivre dedans. S'il me dit non, c'est next. Si c'est oui, dans ces cas-là, c'est lors du rendez-vous en face à face que je vais lui exposer ce que je fais comme activité en détail. Et je vais volontairement, lorsque je vais arriver dans un appartement, demander combien de temps il me consacre pour cette visite. Comme ça, je veux savoir globalement combien de temps j'ai pour négocier avec lui, 5, 10, 15, 30 minutes, pour pouvoir lui exposer tous les arguments que j'ai. Après, moi, ce que j'ai aussi comme astuce, c'est que j'ai une grille que je me suis faite, où en fait, j'ai toutes les peurs, on va dire, des propriétaires qui sont indiquées. Toujours la même, est-ce que votre activité est légale? Qu'est-ce qui me prouve que le loyer sera garanti? Comment on gère s'il y a des dégâts, etc. De toute façon, les craintes sont toujours les mêmes. Et en face, moi, je me suis écrit des arguments et des exemples qui sont propres à moi, qui sont différents de chacun. Ce qui fait que quand les personnes m'opposent ces objections-là, dans mon script, on va dire, de vente, même si ce n'est pas une vente, mais dans le script commercial, moi, j'ai directement les réponses. Ça lui permet de le rassurer. Et un autre point aussi qui est important, c'est de maîtriser le bail que vous allez faire signer à votre propriétaire. Ce bail, c'est la première fois que le propriétaire a de grandes chances qu'il le voit. Donc, il va vous poser plein de questions. C'est normal, il n'a jamais vu ce type de bail. Il va demander si c'est bien légal de ça. Il va vous demander des termes juridiques qui sont écrits à l'intérieur de ça. Donc, il faut vraiment maîtriser pour que vous passiez pour quelqu'un de professionnel, pour que vous ayez une attitude professionnelle et pour que vous rassuriez votre propriétaire. Donc, vraiment, déjà, c'est 3-4 points là que j'ai évoqués. C'est extrêmement important pour que vous donniez toutes les chances tout simplement d'avoir un propriétaire qui accepte de se louer auprès de vous. Après, le plus dur, c'est le premier bien. Une fois que vous avez loué les premiers biens, il y a de la preuve sociale. Vous pouvez même aller faire visiter aux autres appartements que vous sous-louez déjà. Ça rassure les propriétaires. Mais c'est comme toute activité, c'est quand vous vous lancez, c'est un peu plus dur. Mais en fait, il faut aussi apprendre
à avoir cette aisance orale pour pouvoir échanger et surtout écouter votre propriétaire sur les craintes qu'il peut avoir. Et c'est là-dessus qu'il va falloir lever ses doutes pour lui prouver que ce que vous mettez en place, c'est-à-dire la location courte durée, va pouvoir répondre à ses besoins. Tout à fait, hein. Et d'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est de commencer déjà par les propriétaires qui sont autour de nous, au moins de faire la preuve sociale. Et par la suite, on peut même donner les contacts de ces propriétaires pour rassurer les nouveaux propriétaires qui entrent avec vous dans la société de sous-location. Et d'ailleurs, tu as bien fait, Nicolas, de parler par rapport au bail, comme c'est un bail qui est spécifique, qui peut être soit un bail dérogatoire commercial et aussi ça peut être un bail civil. Est-ce que tu peux donner plus d'infos concernant ces deux types de baux, dans quel cas les utiliser par rapport aux personnes qui veulent se lancer? Alors moi, ce que je conseille aujourd'hui, si la personne a le choix, c'est d'utiliser le bail civil, dans le sens où le bail dérogatoire commercial, la contrainte, c'est qu'il dure 3 ans. Donc ça veut dire que le loyer que vous allez négocier aujourd'hui avec le propriétaire, dans 3 ans, vous allez devoir renégocier, parce que ce sera la fin du bail, même s'il y a eu un indice locatif qui a fait évoluer le loyer jusqu'à ce moment-là. Dans 3 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que le propriétaire, s'il veut renégocier grandement le loyer, il pourra. Et ce qui fait que pour vous, peut-être, ça va jouer sur votre rentabilité, ça ne va pas être des frais qui sont prévus, etc. L'avantage, je trouve, que d'un bail civil, en l'occurrence sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, on négocie un loyer. Ce loyer va évoluer dans le temps en fonction d'un indice qu'on aura peut-être évoqué dans le bail, mais vous, ça va vous permettre de vous projeter dans le futur et de savoir où vous en êtes sur vos charges en termes de loyer et ce que vous allez pouvoir gagner. Donc, moi, je trouve que le bail civil, ça permet de combler beaucoup de trous dans la raquette. Après, c'est vrai que la sous-location professionnelle, qui a été démocratisée notamment par Jean Baudin, fonctionnait souvent avec un bail dérogatoire et depuis, Dimitri Boujard ou d'autres personnes spécialistes et juristes ont mis en place un bail civil qui ont permis pour moi en tout cas, de calfeutrer certains trous qu'il y avait dans la raquette. Et je trouve même c'est plus simple, je trouve, même dans la négociation avec les propriétaires. Lorsque vous parlez d'un bail civil, ça fait moins peur qu'un bail commercial. Bon, ça, c'est plutôt des blocages mentaux, mais c'est toujours un blocage mental en moins à lever. Donc voilà. Donc si aujourd'hui, sachant que la légalité est la même, hein, quel que soit le bail que vous utilisez, si aujourd'hui vous aviez le choix entre les deux, je vous conseillerais de prendre plutôt le bail civil. Je disais, c'est comme pour les garages, on utilise souvent le bail civil. Exactement. En tant que propriétaire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Tu peux fixer le loyer que tu veux, le préavis que tu veux, tu es plus maître. C'est plus flexible. Exactement. Ouais. Alors, je trouve que le bail dérogatoire porte bien son nom, il est dérogatoire pendant 3 ans et après, logiquement, on doit passer sur des baux commerciaux 369. Tout à fait. Et les baux commerciaux de 369 sont beaucoup plus contraignants pour nous en tant que sous-loueurs, parce que ça nous engage davantage. Donc voilà. Donc le conseil, c'est plutôt d'aller sur des bails civils. C'est très inspirant tout ce que tu as pu en mettre en place en quelques années, Nicolas, tout en travaillant. C'est top, bravo. Et surtout, ton travail, il est aussi inspirant, parce que j'imagine que tu parles d'investissement aux jeunes qui changent un peu le mindset, ou pas du tout dans ton travail? Alors, je ne cache pas ce que je fais, je ne vais pas le promouvoir là où je travaille, mais je ne cache pas ce que je fais, hein. Je suis sur YouTube, je m'affiche, donc il y a toujours des élèves ou même des collègues, hein, qui me retrouvent sur Insta, sur YouTube ou sur Facebook. Donc quand ils m'en parlent, évidemment, je leur évoque, je leur fais en tout cas évoluer. Enfin, en fait, moi, par rapport à mon métier, je leur fais comprendre que voilà, il n'y a pas que l'histoire des diplômes, il y a aussi l'état d'esprit à avoir, le savoir-être, c'est vraiment important, et puis l'état d'esprit à avoir. Et c'est plutôt là-dessus que je les amène à réfléchir. Alors après, qu'ils partent dans l'entrepreneuriat, l'immobilier ou même rien à voir, mais je ne vais pas promouvoir l'immobilier, mais je vais vraiment leur faire comprendre que l'école, c'est pas juste avoir des diplômes, juste avoir des bonnes notes.
il y a d'autres choses, d'autres compétences à développer. Et si ces autres compétences, vous les développez, comme le fait de s'adapter, etc., le fait d'avoir le bon état d'esprit, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc., etc., tout ça va faire que dans la vie de tous les jours, dans votre vie d'aujourd'hui ou même dans votre vie future, ça va vous faire évoluer positivement et ça va vous permettre de rebondir à chaque fois. Donc voilà, c'est plus dans cet état d'esprit-là que j'essaie de les faire évoluer. Et voilà, donc j'espère que j'arrive, pour certains en tout cas, à leur faire passer le bon message. C'est déjà pas Ouais, mal. c'est super. Ouais, c'est bien. Tu plantes les petites graines pour la suite. C'est ça, effectivement. Par contre, je suis pas, bon, évidemment, parce qu'en plus je travaille dans l'éducation nationale, je suis pas, comme certaines personnes, à dire que l'école sert à rien et que sans école on peut s'en sortir. Parce que ça, c'est aussi un discours antinomique qu'on peut avoir sur l'école et qu'on peut voir sur certaines personnes qui évoquent ça sur YouTube ou ailleurs. Voilà, je pense pas non plus que ça soit le bon discours de faire penser aux gens qu'en n'allant pas à l'école, on peut toujours s'en sortir. Évidemment, il y en a qui s'en sortent et c'est très bien pour eux et tant mieux, il y a toujours des exceptions. Par contre, d'un point de vue statistique, les personnes qui vont à l'école, qui avancent dans leurs études, quel que soit leur niveau d'études, ça leur permet par la suite d'avoir un bagage soit technique ou soit de compétences qui leur permet d'avoir beaucoup plus de facilité dans leur quotidien, même si par la suite, par rapport au cursus qu'ils ont fait initialement et ce qu'ils vont faire par la suite, ça n'a rien à voir. Mais il y a plein de compétences qu'ils ont développées. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs dans l'école, maintenant, on parle plus souvent de compétences que de notes. Parce que voilà, ça vous permet de développer des compétences sociales, techniques, etc., que vous ne pourriez pas développer, ou en tout cas que vous auriez très peu de chances de développer dans d'autres contextes. Du coup, je laisse Aline, finir le podcast avec les questions de la fin. Ouais. Alors, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui démarre? Qui démarre dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement? Ouais, dans tout. Oui, enfin, ça va ensemble. À part de se former avec toi? Non, c'est pas ça que j'aurais dit, mais plutôt de passer à l'action. C'est-à-dire que moi, c'est souvent ce que je dis, c'est de passer à l'action. C'est qu'à un moment donné, on peut suivre toutes les formations, toutes les vidéos YouTube, tous les contenus que des gens comme moi ou d'autres personnes comme vous ou autres peuvent sortir, de faire tous les séminaires du monde. Si derrière, vous passez pas à l'action, ça ne sert strictement à rien. Donc franchement, c'est de passer à l'action. C'est pas de se jeter dans le vide sans parachute, c'est pas ce que je vous dis. Par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Et la peur, ça fait partie aussi du processus. Il faut simplement mesurer les risques, mais il faut passer à l'action, étape par étape. Moi, je le répète souvent, quand j'ai commencé en 2016, jamais j'aurais imaginé qu'aujourd'hui, j'ai autant de logements, que j'ai autant de crédits immobiliers, que j'ai créé une société, une holding, etc. C'est étape par étape, mais vraiment, passer à l'action. Et surtout, avant même de passer à l'action, ou pendant que vous passez à l'action, pourquoi je passe à l'action, quel est mon pourquoi, pour qu'à un moment donné, quand il y a des moments un peu plus difficiles, parce que l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier, c'est pas non plus le monde des bisounours. De temps en temps, il y a des moments plus difficiles que d'autres, se rappeler le pourquoi on fait ça. Et comme ça vous donne un sens à ce que vous faites. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Amani aussi. Est-ce que tu aurais une rubrique ou un livre à partager Alors moi, sur le livre le livre que j'ai souvent en tête et que je relis sur certains passages, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. Qui, alors, si on lit l'intégralité de son livre, faire une vraie semaine de 4 heures, ça, j'y crois pas. Mais par contre, avoir cette philosophie de toujours tenter de mettre en place des choses pour optimiser votre temps, pour optimiser votre activité, pour optimiser vos process, pour que justement, le but, c'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Je trouve que c'est vraiment pour moi un livre qui peut amener à réfléchir là-dessus. Et pour moi, il m'amène en tout cas à travailler mieux ce livre, et de temps en temps, je relis certains passages. Et là, comme on est sur la fin, qui est-ce que tu verras à ta place la prochaine fois sur le podcast? Qui est-ce que tu as envie qu'on invite? Tout à l'heure, on parlait d'Élise. Je ne sais pas si Élise, vous l'avez déjà invitée. Non.
Mais Élise, Ouais. autant elle est spécialiste dans la location courte durée, dans le fait de maximiser son chiffre d'affaires avec le revenu management qu'on a évoqué tout à l'heure, mais je trouve son parcours entrepreneurial très, très enrichissant et qui donne vraiment envie parce que elle a quitté son ancienne activité pour créer une entreprise qui s'est développée grandement là en 3-4 ans. Elle a eu ce courage et surtout elle a réussi à créer cet événement national de la location courte durée qui n'existait pas et c'était une sacrée réussite. Donc une preuve que lorsqu'on passe à l'action, on peut réussir des grandes choses. Et je pense que son parcours, à la fois dans la location courte durée, en tout cas dans l'activité, le fait de maximiser son chiffre d'affaires grâce au revenu management et surtout son parcours entrepreneurial, ça peut être quelque chose qui est très, très enrichissant. Et après, elle a dit qu'elle aurait une deuxième édition. Hein. De toute façon, elle n'a pas le choix là. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, vu la réussite du premier, elle n'a pas le choix. Ouais. Et Madame Evans, qui s'est occupée de l'organisation, a dit aussi que c'était vraiment qu'elle avait une approche entrepreneuriale différente des autres personnes. Elle avait appris plein de choses avec elle. Ouais, franchement, c'était top et ça s'est vu pour nous en tant que soit exposants, speakers ou même les spectateurs qui sont venus. Tout était fluide, tout était carré. Enfin, il n'y avait rien à dire quoi. Franchement, franchement, il n'y avait rien à dire. C'était super, une belle réussite. Très bien, on va la contacter. Ouais, on va la contacter. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent faire appel à tes services? Alors, s'ils veulent me retrouver, donc sur YouTube, Facebook ou sur Instagram, vous tapez Automatic BNB, donc AUTOMATIC BNB, donc Automatic BNB. Et vous le tapez sur Facebook, YouTube ou Instagram et vous me retrouverez. Donc moi, tous les mardis, je fais une vidéo sur YouTube. Après, je fais du contenu régulier sur Instagram et sur Facebook. Donc à ce moment-là, vous allez voir, il y aura toujours mes contacts et puis je vous répondrai pour simplement vous accompagner, vous aider dans votre développement en termes de sous-location, de conciergerie ou de location courte durée pour justement vous professionnaliser, que vous soyez soit débutant ou à l'inverse que vous soyez un peu plus confirmé mais que vous n'avez pas les résultats escomptés. Ok, super. Merci Nicolas. De toute manière, on mettra les liens vers tes pages en bas de cet épisode. Vous les retrouvez. En tout cas, ça nous a fait très très plaisir. Ouais, vraiment un super, très enrichissant et ça va apporter beaucoup de valeur aux gens. C'est cool. Non, mais en tout cas, ça m'a fait grandement plaisir également. La preuve, là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. C'est passé très très vite. Donc encore merci à Aline et à Mani de m'avoir invité. C'était vraiment un grand plaisir de vous partager un maximum de choses, même si c'est toujours difficile. En à peine une heure de tout synthétiser, mais j'espère avoir été en tout cas le plus clair. Et puis pour ceux qui ont des questions par rapport à ce podcast, n'hésitez pas à me contacter parmi un des 3 réseaux que j'ai évoqués juste avant. Vous m'envoyez un message et dans tous les cas, j'y réponds personnellement. Il n'y a personne qui répond à ma place, donc j'y répondrai et puis on pourra même prendre un rendez-vous téléphonique s'il le faut pour que je continue à répondre à vos questions pour que vous puissiez aller plus loin dans votre location courte durée. De toute manière, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter aussi en bas de cet épisode. On pourra refaire un autre épisode avec Nicolas s'il faut pour répondre à vos questions aussi. N'hésitez surtout pas. Et comme ça, ce sera dans la transmission et aussi le partage d'informations qui peuvent vous pousser, premièrement, peut-être à passer à l'action si vous hésitez encore, et deuxièmement, à encore améliorer vos locations courte durée, ou bien si vous êtes bloqué, de penser à la sous-location professionnelle. Effectivement, avec grand plaisir, si à un moment donné, vous voulez qu'on fasse un podcast lié à une thématique plus précise, un point plus précis de la location courte durée, ça sera avec très grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Bravo. Et on se voit dans un prochain épisode des Pionnières de l'investissement et on vous laisse avec le générique. Bye. À bientôt, Nicolas. Bye. À bientôt, Nicolas. Bye. Merci à vous. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast.
Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.